Je m'appelle Seb, je fais de la grimpe depuis que j'ai 7 ans et j'en ai 27, donc depuis 20 ans. Je fais à peu près, depuis récemment, je fais plus que ça. Je suis un passionné, voire obsédé de tout ce qui touche à la grimpe. Et moi donc c'est Nico. J'ai commencé l'escalade à 15 ans. Maintenant je viens d'entrer dans la quarantaine. Et en dehors de l'escalade, j'aime bien les chiennes particulièrement. Enfin tout ce qui est animal, j'aime beaucoup. Et j'aime bien en fait quand je grimpe, maintenant toutes les activités, j'aime bien justement retrouver mon côté animal quoi. Non, le côté animal, pour moi, c'est quand je maîtrise plus vraiment la situation et en fait, tu te rends compte que c'est plus vraiment toi qui gères la situation, mais c'est ton instinct, quoi, ton état animal en fait, qui gère la situation et tu découvres une facette que tu peux découvrir que dans cette situation-là, quoi. Je l'ai connu dans un poster dans ma chambre surtout. Je lui avais fait signer un poster quand moi je commençais l'escalade et puis que lui était déjà une star interplanétaire. Et j'avais eu l'honneur de recevoir un autographe de Monsieur Favresse. Et puis du coup je l'ai affiché dans ma chambre et c'est surtout dans ma chambre que je l'ai connu. Voilà. Et puis après, plus récemment, on a un petit peu grimpé ensemble mais pas beaucoup. Hein. Et je suis encore dans ta chambre je crois, non? Tu es encore dans ma chambre. Mais après, moi plus trop du coup. Oui, moi j'ai connu Seb parce que à la base moi j'ai fait un peu des compétitions en Belgique et le père de Seb il participait aux mêmes compétitions, donc j'ai croisé à ce moment-là, enfin j'ai croisé le père de Seb à ce moment-là. Du coup j'allais encourager mon père à ces championnats de Belgique, là, à toutes ces compétitions et puis je voyais Nicolas qui raflait tout à ce moment-là encore. C'était assez marrant, moi évidemment j'encourageais mon père, mais pas trop Nico, mais malheureusement ça ne suffisait pas à faire gagner mon père. En fait Seb il a un peu un parcours dans le milieu d'escalade qui est un peu pareil au mien. Donc on a fait tous les deux des compètes et puis petit à petit on s'est développé dans les falaises en Belgique, puis on est parti dans les grandes parois et on a exprimé notre potentiel et puis ouais, du coup ça fait un moment que je le suis et que j'admire tout ce qu'il fait quoi. Donc c'était cool d'avoir l'opportunité d'une fois unir nos forces dans un projet. Je me cherchais un truc à faire pour l'été, un truc un peu plus aventureux que simplement aller grimper quelque part. Et je voulais faire cette trilogie alpine depuis un moment. Et puis ça m'est venu à l'idée d'essayer en vélo. Là j'ai un peu regardé, j'ai vu que c'était possible. Puis j'ai cherché un partenaire et je l'ai trouvé dans la personne d'un autre pote, Loïc Debry, qui est un jeune grimpeur belge. Et puis quelques semaines avant, en fait, Loïc il se sentait pas prêt pour ce projet. Depuis le début, c'est vrai qu'il émettait un peu des doutes sur sa faisabilité et puis il se sentait pas trop prêt. Moi, j'ai insisté un petit peu. À ce moment-là, moi, je cherchais quelqu'un, puis j'ai proposé l'idée à Nico qui m'avait lui contacté parce que ses plans étaient tombés à l'eau. Il m'avait dit ouais, si t'es chaud, on fait un truc cet été. Et du coup, je lui ai soumis cette proposition un peu sans. Je n'avais pas trop d'espoir. Je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais l'impression qu'il allait pas forcément être motivé par ça. Et puis direct, il m'a dit qu'il était motivé. Ouais, c'est vrai que c'était un moment assez particulier parce que vu qu'on avait tous mes plans avaient été chamboulés à cause du Covid. Puis c'est quand même rare qu'on soit dispo comme ça. Enfin, genre, c'était 2 semaines avant de partir qu'il m'a proposé de partir. Du coup, dans l'habitude, on essaye de programmer des choses quand même genre 5-6 mois à l'avance. Et là, ouais, c'est juste tombé au moment quoi, où j'étais bien dispo. Moi, ça faisait un moment que j'avais envie de grimper un peu dans les Alpes. J'avais envie de faire ces voies. Après, moi, j'avais pas eu l'idée de faire le trip à vélo. Et puis quand il m'a proposé, d'abord, j'ai compris j'ai pas tout de suite tilté. Je crois dans la première phrase, il m'a dit la trilogie. Du coup, moi, je me voyais déjà partir en van, confort. On va faire une voie, et puis de là, on bouge, on prend le van, on va dans une autre. Et ouais, j'étais trop motivé par ça. Et puis il m'a dit à vélo. Et là, je dis ah ouais, à vélo.
Et en fait, comme on se connaissait pas très bien, tout de suite j'ai dit oui, évidemment. Et puis après, je me dis ah, ouais, vélo, ah, ça va être quand même une bonne petite aventure, quoi. Et puis en fait, ça m'a pas mis beaucoup de temps pour vraiment me dire ah ouais, ça va être génial en fait, parce que c'est voilà, c'est sûr que si on y va en van, ben, on peut certainement les faire, mais le fait de rajouter à vélo ça rajoute toute une aventure voilà, qui rajoute vachement au challenge, quoi. Et du coup, moi le seul truc c'est que je venais d'adopter Bincha, elle avait 2 mois, et non, elle avait déjà 3 mois à ce moment-là. Et quand il m'a proposé, et du coup pour moi, je sais à quel point c'est important d'être avec un chien quand on l'adopte, en tout cas dans les premiers mois. Du coup moi je lui ai dit ok, on y va à vélo, mais seule condition c'est qu'on prenne les chiens avec. J'avais déjà bien vu qu'entre Crooks et Bincha, ils s'entendaient super bien, et du coup j'ai dit ça à Seb, et Seb il a directement dit oui aussi, mais je crois que ça l'a travaillé ça m'a un peu travaillé, ouais, parce que de base, moi mon idée c'était de mettre Crooks chez mes parents. Ma mère était super contente de l'accueillir là pendant le temps qu'il faudrait pour faire cette trilogie. Et puis quand il m'a dit ça, d'un coup, il me paraissait quand même vraiment optimiste, parce qu'en plus il disait ouais, on pourra faire en plus telle voie ou telle voie au Raticon, ou enfin, voilà, il ajoutait déjà des voies, et puis il ajoute les chiens. Moi j'étais oh putain. Là tu vois, là où mon ancien partenaire il me remettait un peu les pieds au sol en disant tu sais, ça va être dur et tout. Moi j'ai essayé d'être hyper optimiste, et puis en fait je suis tombé sur plus optimiste que moi presque. Ce qui est pas facile à trouver dans le milieu, je crois. Ouais, c'est vrai que Seb il est assez optimiste, je confirme. Comme Seb aussi, il avait mis quand même la plupart de son attention sur les projets qu'il voulait enchaîner avant de partir. C'est à la veille, tard au soir, qu'il a commencé à penser à construire une remorque pour Crooks, qu'il a dimensionné particulièrement petit, mais bon... Serré mais confort. C'est vrai que dans la charrette du coup, que le voisin de Nico m'avait prêté la veille, j'ai dû trouver un moyen pour compartimenter. Donc on a utilisé des bacs de légumes, on a mis d'un côté le chien, d'un côté les bagages, on a vissé dans la charrette, on a fait un petit cadre pour le sécuriser un petit peu. Mais en tout cas, c'était fort apprécié, cette charrette de la population locale en Suisse, en Autriche et en Allemagne. On a marqué beaucoup de points de style. Parce qu'il y avait tout des brins de corde là, de toutes les couleurs et tout. Il y avait le chien qui sortait à moitié de la charrette, tout ça. Et donc c'était pas mal. Et le truc aussi, c'est que du coup, comme on a préparé ça la veille au soir, bon, moi j'avais l'habitude de tirer la charrette, mais avec un vélo électrique. On n'avait jamais testé de monter un peu à vélo avec les chiens, plus le matériel, tout le matériel d'escalade, plus le matériel de camping et tout. Et du coup, c'était vraiment une grosse inconnue, quoi, quand on est parti. Parce que c'est vrai que moi je me souviens, la veille sur ma charrette, j'avais mis Laurent là qui m'avait aidé à mettre la charrette. Et il s'était juste mis dessus, et j'avais testé une petite côte, et ça me semblait extrême, possible, mais vraiment extrême. Puis j'avais un peu mis cette information derrière pour essayer de l'oublier. Et en fait, finalement, il y avait moins de 70 kilos, je pense, par charrette. Mais... Ouais. Donc ça a été, mais ouais. Du coup, tu penses ils ont kiffé les chiens, l'expé? Ouais. Ouais, bah, en fait, non, déjà un chien comme ça, ils kiffent trop d'être avec leur maître. Et puis on était tout le temps dans la nature, dans les montagnes, ils se baladaient. Et puis en fait, le fait qu'ils étaient tous les deux ensemble, ils jouaient en permanence. En permanence, ils jouaient. Et c'était beau à voir, quoi. Et puis après, nous, quand on partait en voie, ils restaient au pied, et tu voyais que, ils étaient rassurés d'être l'un avec l'autre. C'était vraiment 2 potes, quoi. Au début, j'avais du mal à le rappeler à l'ordre, à le faire courir à droite sur les routes et tout. À la fin, c'était génial, quoi. Quand on est rentré de ce trip, moi avec Crooks, j'avais vraiment une relation très facile, quoi. On se comprenait hyper bien, comme jamais j'ai eu. Et évidemment, après, c'est redescendu. Et là, maintenant, je sais de nouveau pas le gérer, mais c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faudrait un petit trip comme ça. Non, je pense que globalement, ça a été génial pour eux, quoi. C'est sûr. Ouais. Et puis pour nous aussi, en fait, le fait d'avoir les chiens avec, d'être un peu à l'arrache, tu vois que tu n'as pas le même contact avec les gens que tu croises, quoi. Les gens, ils hallucinent. Du coup, on avait plein de contacts qui se sont créés, et puis on a été accueillis chez les gens. C'était vraiment chouette pour ça aussi, quoi. Ouais.
Bon, on a eu quelques problèmes au début dans les charrettes parce qu'ils n'avaient pas trop l'habitude. Donc, Crooks, il y avait des bruits un peu de chimpanzé comme ça. Et c'est vrai que c'était pas. Hey, c'était pas évident à savoir si vraiment il avait. Si vraiment ça les faisait chier ou s'il stressait ou si c'était quoi les premiers gémissements. Ouais. Et puis Bincha elle a aboyé mais quasiment non-stop en fait. Mais c'était pas un aboiement de peur, tu voyais qu'elle avait sa queue qui faisait comme ça, du coup c'était un aboiement d'excitation. Mais c'était assez rude quoi. À certains moments on était en pleine côte au soleil et tu donnes sur tes pédales et là t'as dur et t'as un chien qui t'aboie dessus quoi. Elle aboie, mais vraiment aboyer fort quoi. Et au début j'ai essayé de me fâcher sur elle. Ça ne marchait pas. Après j'ai cherché un peu, j'ai entendu parler de faire des huiles que tu peux donner aux chiens pour les calmer. Du coup j'ai donné ça n'a pas marché. Puis pour finir on m'a conseillé de l'huile de CBD. Du coup j'ai investi dans l'huile de CBD. Au début c'était une dose de 2 gouttes. Ça marchait pas, 4 gouttes ça marchait pas, 8 gouttes. Pour finir, je crois que je lui ai filé 20 gouttes et elle aboyait toujours. Du coup, à un moment donné, en fait, on s'est dit, ben voilà, l'aboiement, c'est à nous à le prendre avec une philosophie, à se dire que voilà, c'est une manière de nous encourager et puis voilà. Et alors du coup, mentalement, en fait, elle aboie, mais c'est un encouragement. Enfin, tu penses que c'est un encouragement et alors du coup ça marche, tu restes dans une bonne énergie quoi. Ouais. Alors la trilogie en fait c'est l'enchaînement de 3 voies emblématiques qui ont été ouvertes par 3 grimpeurs emblématiques dans les années 90. Donc c'est Beat Kemmerlander, Thomas Huber et c'est quoi et Stefan Glovax, voilà. Stéphane Glovax. Et donc c'est des voies qui ont marqué un peu l'histoire de l'escalade parce qu'elles ont un haut niveau de difficulté, des voies très techniques et aussi très soutenues, donc des longueurs, des voies qui font entre 300 et 450 mètres, genre, c'est ça hein Ouais, 250 et 400, ouais. Et du coup, à l'époque, c'était vraiment des références de haute difficulté en escalade, de grandes voies. Voilà. Et du coup, le challenge de réussir d'enchaîner ces 3 voies, ça s'appelle la trilogie alpine. Alors la trilogie a été faite par des gens, la plupart des gens l'ont faite en plusieurs années. Je crois qu'il y en a un qui l'a fait en une année, toute la trilogie. Je sais pas si Mich l'a fait J'avais entendu parler de ça mais il faudrait peut-être vérifier. On n'est pas sûr, ouais. Mais en tout cas, la plupart des gens, ils font la trilogie en plusieurs années quoi. Elle a dû être faite, elle a été faite la première fois par Stéphane Glovax qui est justement des 3 ouvreurs. Je crois. Oui, c'est ça. Et puis elle a dû être faite une dizaine de fois derrière. Ouais, maximum. Ouais, elle a été faite que par une femme qui est Barbara Zangerl qui nous a aussi accueillis pendant le séjour quand on a été au Ratikon. Et puis elle n'a pas vu beaucoup de répétitions. Avant nous, il y avait eu l'année précédente, il y avait eu Robbie Philippe, un anglais, et puis l'année d'avant peut-être encore une personne, mais c'est relativement rare quand même que ça se fasse. Au-delà de la difficulté sur papier des longueurs, en fait c'est des longueurs très très techniques. Donc déjà simplement apprendre à bien faire les mouvements, comprendre les méthodes et tout ça, ça prend pas mal de temps parce que c'est vraiment très complexe. Et du coup c'est ça qui prend pas mal de temps. Et puis en même temps quand ce sont des voies où les prises sont quand même assez abrasives, donc si tu essayes, bah, tu as la peau qui part et puis il faut se reposer parce que tu n'as plus de peau. Pour taper un essai. Et puis c'est quand même souvent des voies qui se font un peu pendant la saison été, automne, printemps et en fait il pleut beaucoup et il faut quand même un peu de chance au niveau des météos. Ça c'était un peu pour moi le plus gros point d'interrogation quoi. J'avais peur qu'on se retrouve à un moment coincé 2 semaines à attendre un créneau météo et puis on est un peu passé entre les gouttes quoi. Il n'y avait pas forcément des méga créneaux mais on a eu des bons créneaux, enfin en tout cas des créneaux suffisants et donc je pense que c'est ça qui fait aussi que c'est un challenge à réaliser en une saison quoi. C'est d'avoir la chance au niveau météo pour pouvoir faire la voie et puis faire l'autre et puis faire la suivante quoi. Quand on est monté en montagne, il y avait encore plein de neige sur toute la face
là où il y avait Silbergeier. Donc le soir quand on est arrivé, ouais, moi je me suis dit le lendemain on va certainement pas grimper. Mais voilà, Seb il est très très optimiste et motivé. Et du coup le lendemain matin, je crois à 7 h du mat déjà, Seb il en pouvait plus, il fallait qu'on aille dans la face quoi, malgré que ce soit encore mouillé. Ouais, c'est vrai que dans les 3 voies, enfin en tout cas surtout dans les 2 premières, avec ces coulées d'eau, il y avait quand même pas mal d'incertitudes. Dans Silbergeier, en fait, le fait que la face était sèche quand on a finalement démarré vers 11 h, après avoir attendu 2 heures au pied du mur. Mais en fait, quand on est arrivé à la longueur dure, on voyait que la neige coulait elle fondait du sommet. Et donc ça faisait des grandes coulées d'eau qui étaient en train de descendre sur la longueur dure. Et du coup, ça nous laissait un peu... il nous restait quand même pas mal d'heures de clair, mais on voyait cette eau qui coulait à travers la longueur. Et donc ça ajoutait pas mal de piment parce que... Et on a même dû grimper vraiment plusieurs mètres sur des prises mouillées. Et ça ajoutait vraiment pas mal d'épices à l'ascension, je trouvais. Ouais, puis il y a eu quelques longueurs comme ça, dans Silbergeier particulièrement, il y avait la longueur clé, quoi, vraiment, on était limite pour l'enchaîner, et tu fais toute la partie dure, et là en fait t'as la partie qui était sèche avant, qui est technique quand même encore, mais là qui est en train de se tremper, et du coup, en une fois t'as une autre partie très dure aussi à surmonter, alors que t'as déjà passé le plus dur, quoi. Surtout mentalement quoi, en fait du coup t'es là, tu fais yes, et puis tu regardes au-dessus de toi, et puis tu vois cette coulée qui passe, tu vois le niveau c'est cet A7B un peu technique, enfin et c'est pas, normalement sur papier c'est fini, tu peux plus tomber là, je pense que personne n'est tombé là après quoi. Et sauf que là tu vois que c'est trempé, et moi j'étais là mais non, si je tombe là après c'est fini, enfin je retourne plus dans la longueur quoi, j'avais déjà fait le dur, mentalement c'est trop dur quoi, et donc je me revois en train de crier dans cette longueur mouillée là, dans cette fin un peu délicate et tricky. Ouais, là, pour moi ça a été un moment fort quoi. Je me souviens bien. Ouais, et on n'est pas tombé, heureusement. Ce qu'il y a, c'est que tu as les pieds mouillés et puis tu as le calcaire, il y a un petit peu de lichen dessus quand même, donc c'est très glissant. Du coup, et en fait, tu n'as pas assez de prise pour vraiment tout sécuriser dans les mains, quoi. Du coup, tu es obligé de quand même vraiment appuyer sur les pieds. Mais voilà, tu as l'impression que ton pied il peut glisser à tout moment. Donc tu te crispes à fond pour être un maximum sur les mains. Mais voilà, tu serres les fesses quoi. Tu pries. Je pense qu'on a tous les deux poussé des cris là en grimpant dans cette dernière partie en CETA. Alors que normalement, en gestion comme ça, on n'est pas si mauvais. Et je crois que ce serait passé comme une coque si jamais il n'y avait pas eu. Ouais. Et là, ouais, typiquement, cette longueur-là, c'était vraiment une longueur très très abrasive. Mon Seb, il a enchaîné avant moi. Et moi, j'étais vraiment à un moment où je savais que si j'enchaînais pas à ce moment-là, j'allais me percer le bout des doigts. Et dans une voie comme ça, si tu te perces le bout des doigts, en fait, après, il faut 1 semaine pour récupérer, quoi. Pour vraiment que la peau se refasse. Parce que ça joue vachement, en fait, la peau des doigts dans des voies comme ça, quoi. Si t'as pas la bonne peau, c'est pas la même chose, quoi. Et du coup, là, il y a un moment, je crois que je t'ai dit, hein, c'est mon dernier essai, quoi. Et là, c'était vraiment juste un petit calage de pied. En fait, j'avais capté dans le crux. Je mettais un pied comme ça. J'avais un mouvement, j'avais un pied comme ça. Et en fait, il fallait juste que je me concentre pour tourner le pied un peu plus, ouvrir pour faire le mouvement. Vraiment un détail, mais vraiment subtil. Et à la fois, tu ne peux pas travailler le mouvement tant que ça parce que c'était vraiment une lame de rasoir quoi, en main. Donc, c'était vraiment, il fallait vraiment gérer, quoi. Même si physiquement tu pouvais encore en avoir sous la pédale, ouais, tu avais vraiment la limite de la peau quoi, qui n'était pas facile à gérer. C'est vrai que ça c'est souvent, j'aime bien comme tu dis que c'est souvent le point clé. Je trouve dans ces longueurs dures, le fait que tu la fasses ou pas, c'est vraiment un petit feeling qui va faire que, en fait il faut décaler sa main de là, il faut mettre l'index là-dessus, mettre le pouce là, et puis finalement tu trouves des micro-détails qui font que d'un coup ça passe de ah ouais ça va vraiment être dur à en fait ça se fait quoi. Mais c'est ça qui était génial de grimper avec Seb parce qu'on avait plus ou moins le même niveau dans ce style et du coup en fait quand lui il trouvait une méthode il partageait avec moi, quand moi je trouvais un petit calage je partageais avec lui et du coup c'était vraiment un travail d'équipe quoi. Et d'ailleurs en fait toutes les voies de la trilogie il y a jamais eu personne qui a enchaîné en équipe quoi, je crois. Hein. Il n'y a jamais personne qui a enchaîné chaque longueur en équipe.
Tu vois, tous les deux enchaînés dans la même journée. En fait, d'habitude, les gens, ce qu'ils font, c'est il y en a un qui enchaîne et l'autre, il est en soutien. Que ce soit un copain ou un autre gars qui veut enchaîner plus tard. Ou souvent, l'autre personne, elle est vraiment juste en soutien pour l'assurage et pour soutenir mentalement, mais elle grimpe pas, quoi. Et du coup, ça, c'était vrai que c'était un peu inédit, mais moi, je pense que c'était une de nos forces. Même si certains pourraient croire qu'en fait, on perd du temps et de l'énergie à vouloir faire les deux. Je pense que dans notre cas, ça a été plutôt une force parce que déjà on se boostait mentalement et puis on s'aidait au niveau des méthodes. Et puis en fait, finalement, le temps que l'autre grimpe, ça te force à prendre du repos aussi. Et donc en réalité, là où on pourrait croire que le fait de vouloir l'enchaîner tous les deux dans la même journée, c'est un peu inimaginable, en fait, ça a marché. Et ça, c'est vrai que comme ça n'avait jamais été fait avant sur la trilogie, je pense. Cool. Ouais, ça te donne une motivation de ouf, quoi, d'être à deux dans le truc, dans le challenge, et tu veux pas lâcher, quoi. Il y en a un qui réussit et si tu as réussi toi, bah, t'as envie que l'autre réussisse parce que tu as l'impression, enfin ça devient une ascension d'équipe, quoi. Du coup, même si toi tu l'as réussi, parce que tu as envie que ce soit l'équipe qui réussisse, ça devient un truc vraiment d'équipe. Et puis s'il y en a un des deux qui rate, il faut retourner le lendemain, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que si on réussissait tous les deux, bah, ça voulait dire que le lendemain on pouvait la couler douce, quoi. Du coup c'était cool aussi. Bah, moi je crois que Seb, moi ce qui m'a vachement apporté c'est de la motivation, de l'optimisme. Ouais, il est vraiment incroyable pour ça. Et tu commences à grimper avec lui, il te donne la motive, quoi. Et tu as envie de réussir et déjà on lâche rien, on y va jusqu'au bout. C'est ultra motivant. Et dans son escalade aussi, moi il est plus fort que moi physiquement, donc c'est intéressant. En fait, c'est intéressant de grimper avec des gens qui sont plus forts que soi, parce que du coup, il y a des moments que toi tu n'envisages pas nécessairement parce que c'est pas ta force. Et du coup, quand il y a quelqu'un qui le fait devant toi, après tu l'envisages plus facilement quand même. Ça m'a apporté pas mal aussi. Mais vraiment, ouais, c'était vraiment plus le bon esprit et la bonne motivation pour moi en tout cas, qui m'a apporté le plus, parce que c'est ça aussi la base pour passer un bon moment, quoi. Alors là, on a passé un super moment grâce à ça et au final, il n'y a que ça qui compte, quoi. Et puis, Nico, c'est vraiment le pro des méthodes, quoi. Enfin, il est vraiment bon pour... techniquement, il est bien meilleur que moi. Et, enfin, en tout cas, il est vraiment impressionnant. Et donc, moi, je sais que je pouvais compter sur lui quand il passait devant dans une longueur, que ses méthodes, ça allait être le golden, quoi. Le must du must. Enfin, que ça allait être vraiment les méthodes les plus optimisées. Enfin, c'était vraiment impressionnant à quel point... Moi, ça m'arrivait de monter dans une longueur. Je pensais avoir calé le truc. Et puis Nico, il passait derrière avec mes méthodes. Et puis il fait « Ah, mais t'as pas fait ça ?» Enfin, dans Silver Geyer, par exemple, dans la longueur dure, justement, moi, j'avais trouvé une méthode et ça me semblait si aléatoire et si dur. J'étais « Oh, ça va vraiment être intéressant. » Et puis Nico est passé derrière et il a trouvé vraiment un truc beaucoup mieux, quoi. Et en fait... c'était hyper utile. Enfin, c'était vraiment bien, quoi, de suivre ces méthodes. Et puis l'autre truc, c'est que j'ai vraiment ressenti un soutien profond de sa part quand je grimpais. Je sentais qu'il y avait vraiment... c'était hyper positif, quoi. Ce qui se passait, en termes d'encouragement et ce qui se dégageait entre nous en termes de grimpe et de motivation, c'était ultra positif. D'habitude, quand on part, ils aboient un petit peu quand même parce qu'ils aimeraient bien venir avec nous, mais une fois qu'on était en paroi, ils étaient plutôt tranquilles. Et à chaque fois, en fait, on les voyait en fait de la face, on pouvait un peu voir ce qui se passait. Et ouais, ça s'est bien passé. Le fait qu'ils soient tous les deux ensemble aussi, j'ai l'impression que ça les rassurait vraiment, quoi. Ils n'étaient pas tout seuls. Puis ça s'est passé de mieux en mieux aussi. Et au fur et à mesure des voies, on voyait l'évolution, quoi. Il nous faisait plus de confiance. Au tout début, même pour Crook, c'était la première fois que je le laissais vraiment au pied d'une face tout seul. Et donc tous les deux, ils s'inquiètent un peu. Et puis en fait, à la fin, au bout de la troisième, ils étaient tout à fait confiants et ils ont vraiment beaucoup moins stressé, quoi. Et puis là maintenant, je vois quand je refais
quand j'ai refait des grandes voies là dernièrement, c'est tranquille quoi. Il est vraiment, il est habitué, je l'attache pas et Ah ouais, tu l'as pas attaché? à Montserrat je l'ai pas attaché. Ok, trop bien. Alors de temps en temps pendant la journée il essaie de monter, tu vois, Ouais. dans la voie et puis après il redescend. Ok. Mais ça a été. J'ai envie de trouver des projets un peu qui se dirigent vers ça, vers des projets plus respectueux de l'environnement. Et donc ça semblait être ouais, une bonne option. Ouais, puis quand tu essaies de faire des projets comme ça, qui est en accord avec tes valeurs, bah déjà c'est cool. Enfin, tu sens que tu es en accord, du coup c'est sympa. Mais en plus de ça, c'est toujours une excuse pour amplifier l'aventure, quoi. Du coup, bah voilà, on n'est pas allé en voiture jusqu'au Ratikon, on a pris le train. Bon, le train déjà, ça a été la grosse galère enfin la grosse aventure, disons plutôt, parce que il y a un des trains qu'on avait réservé, enfin sur internet, on savait pas, c'était pas marqué qu'on pouvait pas venir rentrer à vélo dessus. Du coup, voilà, on a loupé un train, puis du coup on a dû passer une nuit à Zurich. Voilà, on n'avait pas de contact, enfin on n'avait pas prévu de passer une nuit à Zurich, et puis voilà quoi. Ouais, c'est aussi les changements de train avec les remorques, les chiens et tout, ça c'était vraiment bien aventureux. Une des premières gares où on s'est arrêté, je pense que on traverse la gare, il y avait plein de monde avec les chiens et tout, avec tout le monde avec ses masques de Covid et puis je crois qu'il y a Crooks qui a pissé sur la valise d'une gonzesse qui était juste là. En plus vraiment pas la bonne personne je pense. Sa valise était toute propre et puis Crooks il coule une petite pisse dessus et puis je pense Bincha aussi a chié dans la gare, non? Et en tout cas on s'est bien... Et nous on était là, on devait trouver le prochain train avec les vélos, les laisses qui se croisaient, les charrettes, enfin c'était... Et puis voilà. Et puis parfois on arrivait devant le train et c'était genre 1 minute. Et là en fait tu remarques, il y avait des portes de train qui étaient parfois trop étroites. Tu arrivais avec ta remorque et tu avais juste 2 cm, la roue elle bloquait. Alors il fallait qu'on démonte la roue. Démonter les charrettes. Il y en avait un qui devait monter dans le train pour passer les trucs. Tu avais les chiens, il fallait gérer les chiens. Et puis vélo, charrette. Moi je me revois dans une... des bonnes missions. Ouais. Je me revois dans une des gares où souvent je n'arrivais pas trop à passer dans les escalators avec ma charrette qui était un poil plus large ou en tout cas un poil moins pratique à balancer dans des escalators ou dans des escaliers. Et donc à chaque fois je devais prendre l'ascenseur qui était un peu plus large avec Crooks. Mais du coup parfois il y a Crooks qui partait avec les autres. Moi j'étais là avec ma charrette. Puis il y a le train qui se met, tout le monde rentre dedans. Et puis à un moment tu cherches un peu, t'essayes d'avoir tout dans le train. Et puis tu regardes, t'entres dans le train, il y a les poches qui se ferment. Tu fais bon, est-ce qu'il y a tout le monde qui est là? Tu cherches Crooks, tu cherches Bincha. Puis on se rend compte qu'on a rien oublié sur un quai. Et ça c'est assez exceptionnel je pense. Ouais. Ouais, c'était sport quand même. Il y a aussi une fois où il y avait un train pour revenir, il n'y avait pas l'option avec vélo. Du coup ce qu'on a dû faire, c'est on a dû démonter, on est arrivé à la gare et là on avait genre 1 demi-heure. Et je suis vite parti à vélo pour chercher des cartons. Et du coup on a démonté les vélos et puis avec du tape on a strappé les vélos dans du carton. Comme ça on pouvait les rentrer comme des bagages quoi. Et je me souviens que là aussi on est rentré dans le train avec toutes des affaires et là il y a le contrôleur qui a dit, il a fait comme ça, non. Et puis là on a commencé à lui dire mais on fait un projet à vélo pour être plus écolo et tout ça. Et puis du coup finalement... Et puis ouais, en insistant, en lui disant, parce qu'il nous disait les vélos doivent être pliés, démontés dans des housses... des housses, je sais plus comment il a dit, des housses flexibles ou un truc comme ça. Et puis je me rappelle que toi t'as secoué le carton, t'as fait bah, c'est flexible nos housses, tu vois. Alors qu'on avait tout scotché avec des morceaux de carton, enfin ça n'avait aucune allure ce qu'on avait mis. Et puis finalement il nous a laissé en paix quoi. Toute la veille et la nuit il avait pas mal plu. Et donc en se levant le matin on voyait pas trop la face parce que c'était dans la brume et dans les nuages. Et donc on se dit bon on va quand même y aller. Moi j'étais quand même assez chaud de mettre vraiment un essai et de grimper le plus possible. Et je sais pas, dans mon optimisme habituel j'étais un peu là, bon on va quand même essayer d'enchaîner. Et moi j'avais très mal dormi, du coup j'étais plutôt dire ah chouette il fait pas très beau, on va juste poser les affaires et on va réessayer demain quoi, après une bonne nuit de sommeil quoi. Je m'étais dit ah ça tombe bien quoi, j'ai un peu la tête dans le cul là, j'ai pas envie de me mettre dans le rouge aujourd'hui quoi.
Et du coup, ouais, on part parce que Seb, on va essayer, on va grimper. Moi, je dis ok, on peut aller mettre des affaires au pied de la face, quoi. On va toujours voir, quoi. Hein. Du coup, je prends même pas ma frontale avec, quoi. Je me dis, ça va pas être nécessaire, quoi. De toute façon. Déjà, dans l'approche, il pleuvinait un petit peu. Puis arrivé au pied, on trouve le pied de la voie, puis on voit la première longueur, c'était assez facile, mais tout trempé. Mais on s'est dit, allez, tant qu'on est ici, allez, On y va quoi. on y va. On voyait que la suite, il y avait quand même pas mal des parties sèches et on voyait que dans la longueur qui était la longueur dure avait l'air quand même mouillée, il y avait des coulées d'eau dedans quoi. Mais on se dit, au moins on va repérer jusque là et comme ça, enfin, ouais, je sais pas, moi je me rappelle pas avoir trop réfléchi si on abandonnait ou pas en fait. Mais en fait, rapidement, on s'est dit, voilà, on y va, et jusqu'au moment où il y a un truc qui nous arrête, quoi. La voie va être trop mouillée, et du coup, à un certain moment, c'est clair qu'on va pas pouvoir grimper les longueurs, quoi. Ouais, et puis les premières longueurs, ça s'est assez bien passé finalement. Ouais. Enfin, on n'a pas perdu beaucoup d'énergie et d'essais. C'est quand même déjà assez soutenu jusqu'au la longueur dure. Il y a genre 5-6 longueurs qui sont toutes quand même assez dures, qui vont jusqu'au 8 à plus. Et finalement, on est passé assez vite. Et puis on est arrivé là dans la longueur dure. Ouais. Et là, ça a été un peu plus dur, quoi. On se rendait compte. Déjà, tu voyais que c'était, elle était trempée. Enfin, le crook de la voie, le dévers était trempé. Cette fois-ci, c'était pas mouillé de la pluie, en externe, mais c'était mouillé de l'interne. Tu avais vraiment des résurgences et tu voyais clairement que la voie là où tu passais, tu passais vraiment sur des prises où ça coulait, quoi. Tu avais une sorte de petite, ça goûtait, quoi. Et du coup, là, on s'est dit, c'est quand même une longueur en 8B+. Si le crook, s'il est complètement trempé, ça va quand même être difficile d'y arriver, quoi. Puis on s'est dit, voilà, tant qu'on est ici, on y va, on essaye. C'est toi qui es d'abord allé. Ouais. Je suis allé, puis en fait, ça me semblait encore bien possible, je me souviens. Et puis, c'est vrai que le crook, c'est vraiment, tu partais de 2 grosses invers trempés qui dégoulinaient, et tu devais serrer 2 arquets, 2 mauvaises prises, et puis balancer dans une prise bien meilleure, mais ça restait très physique et très, très dur. Et puis à la fin, il y a une gestion qui est quand même pas facile à faire, aussi avec des pieds qui étaient trempés. Donc ça, c'était quand même... Enfin, je me suis rendu compte que ça allait être un beau petit challenge. Et en effet, ça a été un beau petit challenge. Parce qu'on a quand même mis un paquet d'essais, chacun à retomber au début, à retomber dans la partie dure, où chaque fois on jartait parce que les prises étaient mouillées. Donc le challenge, c'était de partir de ces 2 invers, de sécher une main, parce que c'était quand même physique, de serrer la première, d'arriver à sécher l'autre, puis prendre la deuxième et relancer. Enfin, c'était... Moi, j'en suis venu à faire une sorte de mouvement hyper explosif où je perdais les pieds là, ce qui était génial pour les images. Pour les images, ouais. Là, évidemment, j'ai pensé au film. Je me suis dit, bof, on va le faire comme ça pour le film. Et donc, ouais, c'était vraiment c'était unique, quoi. Enfin, d'habitude, quand tu grimpes une voie de ce niveau, tu luttes pas contre des prises mouillées, quoi. D'habitude, quand tu grimpes dans ce niveau, tu grimpes quand la voie est sèche, quoi. Du coup, là, ouais. Ouais, ça a été, on a tapé, je sais pas combien d'essais, mais genre au moins 6 essais, quoi, chacun. Ouais, ce qui fait beaucoup quand même. Ouais. Et pour finir, moi j'ai trouvé une méthode vachement différente de Seb. J'étais bien content parce que la méthode de Seb, moi, c'était impossible pour moi. Et pour finir, ouais, Seb il a enchaîné avant, et puis j'ai tapé encore un essai, j'ai pas réussi. Et encore une fois, je crois que je t'ai dit, cette fois-ci, c'est le dernier essai que je fais, quoi. Après, il faut que je te soutienne pour te donner les chances aussi de toi d'enchaîner, quoi, si j'arrive pas à enchaîner. Ouais. Et à ce moment-là, j'enchaîne aussi, du coup, mais vraiment coup, limite, quoi. Ouais, ça se jouait, c'était un peu différent. Il serrait des plus petites prises avec peut-être des talons, je sais plus trop, mais... Ouais, je crois que c'était, tu faisais un mouvement, tu allais chercher très loin une réglette comme ça, et puis après tu jetais, et moi j'avais trouvé je prenais une prise, il me semble plus petite, plus proche, j'allais chercher une petite verticale, et puis je montais un pied, et puis je faisais comme ça sur la même réglette, et puis après avec le genou, je crois, je faisais comme ça pour aller chercher. C'était un style moins physique, mais plus couillon, quoi. Méthode. Voilà, aimer se tordre sur le rocher, quoi. Et c'est vrai que il faut savoir qu'à ce moment-là, on était passé assez vite à travers le début, donc je sais pas, on avait peut-être démarré la voie vers 10h du matin, 9-10h du matin.
Et puis peut-être qu'à 14-15 heures, on était déjà là, dans cette longueur-là. Et je me rappelle qu'on a fini la longueur là, il devait être 20 heures presque. Ouais. Et donc ça veut dire qu'on avait passé 5 heures, 5-6 heures sur la même longueur, quoi, au même relais. Et bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait Damien qui pendait sur sa corde pour filmer. À la fin, Damien il remontait un petit peu, il se reposait parce qu'il ne pouvait pas filmer en permanence pendant 5 heures d'affilée, suspendu à sa corde. Puis nous, on faisait des petits repos. Heureusement, on avait pris un porte-à-ledge gonflable. Et puis les chiens qui nous aboyaient dessus aussi pour nous encourager par-ci par-là. Et puis du coup, après cette longueur-là, il était 20 heures. Et là, il nous reste... Il y a peut-être 2 longueurs en 8 ou une. Il nous reste 2 longueurs en 8. Un 8A, un 6 un peu sur Python, un peu engagé, et puis encore un 8B+. Donc 3 longueurs. Il était un peu plus de 20 heures. On voyait que la nuit commençait à tomber. Et le 8A là, qui suivait, il était super long et quand même assez technique, si je me souviens bien. Et puis, donc d'un côté, on était vraiment hyper motivés parce qu'on venait tous les deux de faire la longueur. On était là, ouais, ça va être génial. De l'autre, on voyait déjà le truc venir, quoi. On voyait déjà Ça allait être une longue, longue nuit. Je me rappelle, on se motivait. On va rien lâcher, là, on va jusqu'au bout. Moi, j'étais là, bon, tant que là, on a passé le crux, on a déjà tellement donné. En fait, on peut plus abandonner, quoi. On peut plus lâcher le truc. Et donc le 8A est passé assez simple, et puis on est arrivé vers 22 heures au pied de la dernière longueur du mur, qui est côté encore 8B+. Et là, on était déjà bien fumé, bien défoncé, donc ça semblait un peu... improbable, ouais. Ça semblait, à ce moment-là, on voulait y croire, mais moi je me disais bien, un 8B+, là maintenant, ça va être vraiment serré, quoi. Ouais. Et heureusement, on est tombé sur une longueur qui nous convenait assez bien. C'était un dièdre très technique avec beaucoup d'adhérence. Ouais. Ouais, très délicat. Du coup, c'était moins physique, mais à la fois, ça demandait quand même vraiment une grosse recherche de méthode. C'était vraiment pas évident à trouver. Et c'est là que vraiment, le fait qu'on soit deux dedans, je crois que ça a vachement aidé, quoi. On a pu vraiment se partager les méthodes et on s'est partagé aussi la frontale parce qu'on n'avait qu'une. Et je m'étais dit, j'essaye jusqu'au moment où ça va être évident que je n'y arriverai pas à faire la longueur et puis j'abandonnerai. Mais moi, vraiment, je m'étais pas donné tant de chance que ça d'y arriver, quoi. Ouais. Parce que même à la première montée, j'avais réussi à faire les moves, mais quand même... tu sentais que déjà quand tu alignais quelques moves d'affilée, tu commençais à sentir les bras, les crampes, tu sentais vraiment la fatigue qui arrivait, quoi. Et du coup on a tapé des essais et étonnamment quasiment tout le temps on arrivait à faire des petits progrès, quoi, des petits détails qui se sont améliorés, puis des essais qui étaient de plus en plus encourageants. Il y a un moment donné où tant toi comme moi on a fait un essai, mais vraiment où heartbreaking. Ouais, on pensait qu'on l'avait et on est encore tombé après les difficultés. Mais tous les deux, on a fait ça. Et là, on s'était dit, mais là, on a dépensé trop d'énergie, on va pas pouvoir refaire un essai comme ça, quoi. C'est pas possible. Ouais. Dans mes souvenirs, c'était vraiment une situation épique dans laquelle on était tous les deux. Et je sais pas, j'avais pas l'impression vraiment de mesurer ce qui se passait, quoi. Dans ma tête, on s'endormait un petit peu pendant nos repos. Et puis pendant que l'autre grimpait, moi j'étais au surtaquet. Et puis je me souviens, quand je grimpais, je me souviens pas exactement ce qui se passait, quoi. C'était vraiment une situation, vraiment bizarre, quoi. Parce que du coup on a commencé à travailler vers 22 heures. Et puis à 2 heures du matin, on était encore en train de mettre des essais. Donc ça a duré, quoi. Ça a duré même longtemps parce que finalement on a commencé à faire les rappels. Il était 5 heures du matin. Après une nuit complète à grimper dans cette voie parce qu'on n'a pas fait des trop grosses pauses. Peut-être qu'on a fait une sieste à un moment d'une demi-heure, mais grand max, quoi. Et puis le stress c'était aussi d'économiser cette frontale parce qu'on en avait qu'une et que en fait ça pouvait signer notre échec. Mais je me rappelle qu'on s'était quand même dit. Mais ça, à ce moment-là aussi tu commences à te poser des questions. Pourquoi tu fais ça, quoi? Parce que c'est quand même. Toi, t'es fatigué, quoi. T'as grimpé toute la journée. À un moment donné, en fait,
J'avais presque envie que ça devienne évident que j'y arriverais pas. Comme ça, après, je peux simplement voilà, échouer, et accepter le fait que j'échoue et puis redescendre. Et voilà, ça te libère en quelque sorte du truc. Mais là, comme chaque fois, il y avait un peu d'espoir dans chaque essai, tu vois. Du coup, tu étais tenu au truc, quoi. Tu étais emprisonné dans le challenge, quoi. Et c'est vrai que quand on est tous les deux tombés à la toute fin de cette longueur, à un moment, moi, je suis arrivé vraiment dans la partie où je pensais que c'était fini de nouveau. Je pensais que là, tu pouvais plus vraiment tomber. Et en fait, on était explosé. Moi, j'étais vraiment explosé. Et moi, je suis tombé là. Et puis, je me rappelle, là, dans ma tête, ça a vraiment été, ça a été dur, quoi. Ça a été vraiment une claque dans la gueule. En mode, ouais, je pensais que ça allait être fait. Et puis, en fait, non, pas du tout. Mais échoué si proche du but, à deux mouvements du relais et du coup de la voie. Et peut-être même de la trilogie. Parce que on sait jamais, si tu la fais pas là, peut-être qu'il y a du mauvais temps qui arrive. Tu le fais pas le lendemain. Et puis, enfin, voilà, c'était vraiment... pour moi, c'était vraiment un moment hyper fort. Et puis Nico qui échoue au même endroit exactement, alors que de nouveau on s'y attendait pas du tout qu'on pouvait tomber là. Ouais. Là, à ce moment-là, ça commençait ça sentait le roussi. Ouais, c'est ça. Ouais, puisque déjà la frontale à la base n'était pas très bien chargée. Donc on n'avait pas la frontale de ouf et du coup la stratégie c'est on ne mettait pas l'intensité maximale de lumière en même temps en grimpant. Donc ouais, ça a rajouté un petit challenge. Puis la sueur avait pas de frontale. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu grimpais, tu étais là où c'est la dernière longueur. C'est la voie la plus longue de la trilogie, c'est la dernière longueur, genre à 400 mètres du sol. Tu es dans la petite bulle de lumière qui fait 2 mètres carrés, quoi, plus ou moins. Et tu es en train de grimper, te donner à 100%. Il est 4 h du mat. C'est une super ambiance. En fait, moi, je me souviendrai toujours de cette ambiance qu'il y avait. Et puis, ce qui était marrant, c'est que Damien dormait aussi. C'est bien qu'il soit pas là, comme ça on peut. Damien, on l'entendait ronfler, quoi. Moi, j'assurais Nico, et j'étais là. Pour moi, il y avait une tension, une adrénaline de zinzin. Et puis j'entendais Damien qui ronflait à côté, là, tu vois. Ça, c'était quand même assez drôle. Et puis Seb, il a enchaîné en premier. Et puis, ouais, tu vois, c'est tout le poids qui repose après sur ses épaules, quoi. Bon, lui, il a enchaîné, du coup, il a réussi, c'est bon. Mais quand même, voilà, on s'était mis en tête, on le fait à deux, quoi. Du coup... Ouais, moi, je me rappelle que j'étais encore plus stressé, quoi. Dans ton dernier essai, là, je me rappelle que j'étais plus stressé que pour moi quand je grimpais. Enfin, tu vois, j'avais vraiment envie à ce moment-là que ça se fasse, quoi. Ouais, du coup, ça devient, c'est pas seulement toi qui veux, mais c'est aussi pour l'autre que tu veux le faire, quoi, parce qu'on le fait ensemble, quoi. Et ouais, du coup, ouais, il fallait... J'avais pas autant la liberté de me dire, allez, j'arrête. Ouais. Et du coup, j'ai tapé encore un essai, j'ai échoué. Et là, je me suis dit, ouais, il faut peut-être que je fasse une petite sieste. Du coup, je me suis mis on s'est mis tous sur la vire. Et là, je me suis mis, je crois, 20 minutes. Et à un moment donné, j'ai senti que j'allais vraiment dormir, quoi. Et à ce moment-là, je me suis repris en main. Et là, je me suis dit, maintenant, c'est maintenant qu'il faut que je tape un essai. Sinon, si je m'endors après, tu t'en raidis. Après, tu peux plus, quoi, tirer comme ça. Et moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, je m'étais dit, ok, tu t'endors pas, comme ça, tu réveilles Nico en temps voulu. Et donc, je me rappelle vraiment, je regardais les étoiles, les yeux grands ouverts. Là, je m'interdisais de les fermer à ce moment-là. Parce que je voulais vraiment réveiller Nico en temps voulu. Et puis, finalement, il s'est réveillé tout seul. Et tu dormais, je crois, non? Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois que j'étais encore réveillé. Je m'apprêtais à être réveillé. Ouais. Je pense. Ouais, je crois aussi, ouais, c'est vrai. Et après, du coup, il restait encore pas trop de kilomètres à vélo, parce que les deux End of Silence et Wilderkaiser et Kaisers, elles sont assez proches l'une de l'autre. Et donc après, il nous restait 60 bornes à vélo, et puis encore End of Silence, qui était un peu plus facile, mais qui finalement... Il n'était pas si simple que ça. N'a pas été si facile. Il y a quand même... En fait, je dirais que comparativement aux deux premières, ça a peut-être été un peu moins de combat, un peu plus... Mais en fait, moi, j'étais très très proche d'échouer, dans le sens où ma peau des doigts était vraiment, vraiment usée à ce moment-là. Et je me rappelle qu'elle sointait vraiment fort, et je sentais que j'allais vraiment m'ouvrir dans la longueur dure. Et en fait, comme disait Nico, quand tu coupes les doigts, c'est fini, quoi. Et donc, moi, je me souviens que j'ai vraiment... C'est peut-être dans End of Silence, finalement, où j'étais le plus proche d'échouer, quoi. Paradoxalement, ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Mais je trouvais que End of Silence, il y avait des mouvements, je trouve, qui pouvaient plus nous arrêter, quoi. Il y avait des mouvements quand même vraiment pas faciles et exigeants.
j'ai l'impression dans les autres voies, dans les crooks, il y avait toujours moyen d'un peu trouver des méthodes, se caler mieux. Et tandis que End of Silence, c'était plus vraiment, à un moment donné, il fallait tirer sur les prises. Et si tu n'arrivais pas à faire bien le move, tu n'allais pas réussir. C'était plus, il y avait plus des mouvements qui pouvaient vraiment t'arrêter, quoi. Puis dans C'est passé d'une façon, c'est ça. il y avait peut-être moins de méthodes alternatives, ouais, c'est sûr. Et puis c'était aussi la plus engagée des 3 voies. Enfin, je trouve qu'il y avait vraiment de l'espace entre les points et donc c'était quand même... Ouais, il y a eu des moments un peu... il fallait pas tomber, quoi. Fallait être concentré, fallait... Mais ouais, c'était... après, la longueur la plus dure dans End of Silence, la pression elle a un peu diminué. Puis aussi, il y avait d'autres gens qui nous avaient dit qu'après ça, c'était plus ou moins fini. Sauf que les gens qui nous avaient dit ça, en fait, ils avaient travaillé les longueurs du haut, ce qui change quand même vachement. Et du coup, nous, comme on ne connaissait pas la longueur, on les a fait du bas. Et c'est des longueurs très engagées. C'est moins dur physiquement, mais en fait, quand tu ne connais pas, c'était pas facile et il y avait facilement moyen de se mettre un peu à l'envers dans les mouvements et avec des points très très espacés. Donc, c'est des passages où j'avais des fesses qui se serraient bien. Ouais, mais c'est vrai que c'était marrant, après la longueur d'End of Silence, la longueur dure, comme dit Nico, on a relâché la pression, on était là, yes, c'est gagné, je pense qu'on a dû se taper dans les mains en se disant, voilà, la trilogie, c'est bon, c'est fait. Et du coup, moi, j'en ai profité pour faire des photos avec Damien qu'on voulait faire, où je grimpais avec la fourrure et le flamant rose accroché à mon baudrier. Et donc j'ai refait la longueur un peu dure, enfin en tout cas j'ai regrimpé dedans. Et confiant en pensant que la suite irait. Et puis après ça, en fait, on s'est rendu compte que c'était encore dur. Et moi, j'étais là, mais merde, qu'est-ce que t'as foutu là? Peut-être que t'as gâché tes chances d'enchaîner. Enfin voilà, dans la suite où justement Nico a un peu serré les fesses, je les ai serrées moi aussi. Avec le flamant rose sur le cul. Voilà, du coup. Ici, dans chaque voie, du coup, on partait du bas. Donc c'est-à-dire qu'on n'était pas redescendu en rappel dans la voie pour étudier les moves. On partait de la première longueur tout en bas et on essayait de monter jusqu'à la dernière. Et donc on est complètement à vue, c'est-à-dire qu'on n'a jamais touché les prises, on ne connaît pas trop les mouvements, donc on ne peut pas trop préparer à l'avance ce qui va nous attendre. Alors évidemment, du bas de la longueur, on essaye de repérer un maximum par où va la voie, où sont les prises, mais c'est quand même assez dur à repérer du bas sur une longueur de 30 mètres par exemple. Et du coup, ce qu'on fait dans les longueurs très dures qu'on ne réussit pas directement, le premier il va vraiment repérer tous les mouvements, toutes les prises de main, toutes les prises de pied, quelle main sur quelle prise, et vraiment comment se placer, prendre un maximum d'informations. Quand il va redescendre au relais avant de remettre son essai, le premier va donner toutes les informations qu'il a récoltées au deuxième, comme ça lui il a peut-être une chance de le faire directement. Et l'idée c'est de faire chaque longueur le plus vite possible, pour pouvoir économiser de l'énergie, de la peau, du temps. Et donc ça c'est vraiment important. Et puis souvent quand tu remets ton deuxième essai, avec l'expérience on arrive à être bien calé en une longueur quoi, en termes de méthode, ou en tout cas on a quand même récolté suffisamment d'infos pour connaître déjà pas mal les mouvements quoi. Après, parfois on évolue sur des petits calages, mais parfois c'est des choses très personnelles quoi. Par exemple, moi, parfois il y a peut-être un mouvement, je vais préférer, si je mets le pied, je le décale un petit peu, je le tourne un petit peu sur la prise, et ça va être valable pour moi, mais pour Seb, ça va peut-être pas le convenir quoi. Du coup, il y a des petits calages aussi personnels quoi, qui se rajoutent. Et le truc aussi, c'est comme disait Seb, on essaye d'enchaîner le plus vite possible. Mais parfois aussi on est limité par notre peau et par notre énergie, parce qu'au plus on essaie les mouvements, au plus on arrive à être bien calé, donc on arrive à vraiment savoir exactement la manière optimale de réussir le passage. Mais en fait chaque fois qu'on essaye aussi, on a notre peau qui part petit à petit, on se fatigue, donc il faut trouver le juste milieu quoi, où tu n'essayes pas trop, mais tu essayes quand même de savoir exactement ce qu'il faut faire. Donc c'est un petit calcul. Et du coup dans les moves plus faciles, parfois on tire même à la dégaine et on évalue que le move en fait on va savoir le faire. Ou alors parfois on va même pas au relais, on voit que les 3-4 derniers mètres c'est très facile ou c'est plus facile. Et donc on fait un peu un pari risqué, on se dit je vais pas continuer dans la suite de la longueur. Seb il a quand même, lui il utilise des artifices pour embellir son style en mettant son col en rose.
avec sa fourrure et tout ça. Du coup, c'est vrai que... On va pas se mentir, Nico, il est une grimpe de faiblard, quoi. Voilà, moi, c'est peut-être une grimpe plus coûteuse en énergie, mais voilà, on s'ennuie moins, quoi. Je peux pas dire, mais... Ouais, j'avoue, moi je grimpe plus comme une femme en fait. L'anecdote qui m'a bien marqué, c'était quand même quand on a visité notre ami Bapsi qui habite au pied du Ratikon. Donc c'était au début du trip et c'était le moment où il fallait qu'on fasse encore toutes les courses pour monter en montagne et tout ça. On arrivait à peine du train, on n'était pas très bien préparé. Du coup, à la base, on n'avait pas prévu de rester chez elle, mais elle a vraiment insisté pour qu'on reste chez elle. Elle habite un nouvel appart nickel qu'elle a rénové et tout. Et elle a un chien aussi, du coup, elle était assez cool, elle voulait bien qu'on reste dans son appart avec les chiens et tout. Sauf que c'est vrai qu'avec les chiens, en fait, à la base déjà, Crooks, quand il est avec une femelle, il aime bien montrer que c'est le mâle. Du coup, il est rentré dans l'appart et il y avait un fauteuil en cuir qu'il venait d'acheter. Et une des premières choses que Crooks a fait dans l'appart, il a levé la patte sur le fauteuil. Mais c'était vraiment inhabituel. Enfin, moi, à ce moment-là, il était vraiment propre, normalement, il pissait vraiment plus jamais à l'intérieur. Mais c'est vrai que là, le fait qu'il y avait Bincha et puis ce jeune mâle qui est l'autre chien, le chien de Bapsi, ça a vraiment... lui, voilà, il a pris ses aises et il a voulu montrer que c'était lui le mâle de Bincha, quoi. Et après, c'est vrai que Bincha, elle avait à peine 4 mois et du coup, à un moment donné, il a aussi pissé. Mais bon, là, vu qu'ils venaient d'adopter un chien, ils avaient l'habitude de ça, ils étaient passés par ce passage-là. Et puis le lendemain, il pleuvait toujours. Nous, on ne voulait pas spécialement l'embêter, mais elle a vraiment insisté pour qu'on revienne dormir chez elle. Et vraiment, il faisait très très mauvais. Du coup, on est retourné. Et là, en fait, il y a eu... Le truc, c'est que les chiens, ils ont dû manger un truc, on ne sait pas où, mais en tout cas, en fait, pendant la nuit, ils ont eu la diarrhée toute la nuit. Et ils ont fait sur tout le plancher, mais genre à 10 endroits différents dans tout l'appart. Un plancher qui venait d'être récupéré. Et en parallèle, en fait, nos chiens, quand on les sortait, ils allaient dans les buissons. Et en fait, en Autriche, le truc, c'est que les gens sont très carrés. Et même dans les buissons, ils ne veulent pas que les chiens fassent leurs besoins. Et du coup, ça a créé aussi des chouettes tensions avec le voisinage. Et ouais, après 2 jours chez elle, elle nous a fait comprendre que c'était temps qu'on monte au Ratikon, quoi. Ouais, moi je me revois cette nuit-là. Du coup, Crooks il grattait à chaque fois la porte, donc je sortais, j'étais pas dans la même chambre que Nico. Et je sortais tout en bas, là on devait faire 2 étages à pied, dans des étages en commun avec les autres appartements. Puis j'étais sorti en slip, puis j'ouvre la porte et puis je vois Nico dehors, il pleuvait un peu, qui était aussi en slip avec Bincha, tu vois. Et je fais, elle est malade, ouais. Et donc ça c'était assez drôle. Mais c'est marrant parce qu'on n'avait pas du tout vu toute la merde qu'ils avaient fait. Ouais. Enfin, en tout cas, moi je pense que c'est Bincha, sans vouloir, voilà, je sais que tu en doutes, mais bon. Ouais, il y avait une petite histoire marrante quand on a fait une autre voie en plus de la trilogie au Ratikon, qui s'appelle Headless Children. Et en arrivant au sommet de la voie, on arrive vraiment sur un sommet qui pour nous n'était pas forcément accessible. Enfin, on ne savait pas que c'était accessible même à pied par l'autre côté. C'était assez haut déjà en altitude. Et puis là, on aperçoit une jeune demoiselle qui faisait son jogging là-haut, qui faisait du trail. Ouais, puis putain, c'est dingue qu'elle soit là, on ne savait même pas qu'il y avait des chemins. Et puis du coup, elle vient vers nous et puis on sympathise rapidement. Et là, à un moment, sur un coup de tête, un peu, elle avait l'air intéressée de nous poser plein de questions sur ce qu'on venait de faire, sur comment on allait descendre. Et puis, je lui dis un peu en déconnant, est-ce que tu veux descendre avec nous en rappel ? Il faut savoir que c'était des rappels plein gaz, après c'était des rappels pendulaires, c'était quand même un rappel assez technique, quoi. Et puis impressionnant, quoi. Et puis vachement impressionnant, c'est 300 mètres de face bien raide, on passe au-dessus des toits et tout, enfin, c'était chaud, quoi, quand même, comme rappel. Et là, ouais, quand il a proposé ça, je me suis dit tout de suite, comment est-ce qu'il va faire s'il prête son boudrier ça veut dire qu'il a plus de boudrier, quoi. Et puis du coup, quand j'ai proposé ça un peu en déconnant, je pensais jamais qu'elle allait dire oui. J'ai vu son visage s'illuminer, quoi. Vraiment sur sa tête, c'était
Ah ouais, j'espère. Et puis là, elle m'a dit, j'espère que t'es pas en train de rigoler, quoi, de déconner, parce que je veux vraiment descendre avec vous. Et puis, Il a assumé quoi. puis j'ai assumé, j'ai enlevé mon baudrier, je lui ai filé, et puis je me suis fait un baudrier avec une sangle de 120 cm, bien confort. Et puis, mais je pense que j'ai utilisé la selle de Damien finalement. Mais... Non, et du coup, c'était une chouette rencontre, on s'est bien marré. Même pendant la descente, il y a eu des petites histoires épiques. Parce qu'il y avait deux autres Suisses, deux autres grimpeurs suisses qui étaient dans la face aussi. Et puis, à un moment, ils nous ont balancé des blocs quand on était tout en bas. Il nous restait un rappel à faire. Eux, ils étaient encore tout en haut. Et puis, à un moment, on a entendu des cris là-haut. Et puis, il y a eu des blocs qui sont vraiment passés pas très loin, quoi. Et là, c'est vrai que ça... On n'aurait pas pu faire mieux pour que son expérience soit totale, quoi. Ouais. Ça veut dire, enfin, vraiment, là, à ce moment-là, moi, je l'ai plaqué contre le mur, je lui avais filé mon casque, du coup. Et ça, enfin, on a vibré un peu quand même. Ouais. Parce que bon, ouais. Mais en fait, on avait prévu 1 mois pour faire la trilogie. C'était plus ou moins le timing qu'on s'était donné, sans avoir vraiment de limite de temps. Mais voilà, on avait c'était plus ou moins dit 1 mois. Et puis pour finir, on se retrouve à avoir fait la trilogie après 2 semaines. Et à ce moment-là, on commençait à regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre. Est-ce qu'on rentre, on fait autre chose. Les météos. La météo. Ouais. Et puis en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un créneau pour aller grimper sur la face nord de l'Eyguerre. Il y avait une voie en fait que j'avais essayé il y a longtemps, enfin, il y a 3 ans plus tôt, avec un pote, et on avait dû rebrousser chemin parce qu'il avait fait mauvais au plein milieu de l'ascension. Et du coup, moi, c'était une voie que j'avais vraiment envie de réessayer avec un partenaire fort à la journée. Et du coup, voilà, quand j'en ai vu qu'il y avait peut-être un petit créneau aussi, bah, c'est bon, là on va tout de suite, on va essayer d'enchaîner, on va tout de suite à la face nord de l'Eyguerre et puis on va essayer cette voie, quoi. Moi, c'était assez marrant parce que en fait, enfin, je viens quand même, moi, je connais quand même pas mal le monde des grandes voies et tout, mais la face nord de l'Eyguerre, je savais pas exactement à quoi m'attendre. Je savais pas trop ce que Odyssée, la voie qu'on a faite, représentait. Et du coup, je me suis un peu fait emmener par Nico, enfin, dans l'idée d'aller faire cette face nord à la fin de la trilogie, alors que j'étais content, mais je n'arrivais pas vraiment à mesurer ce que ça impliquait, quoi. Je m'en suis un peu rendu compte la veille ou l'avant-veille, quand on a un peu regardé les topos et qu'on a commencé à préparer la logistique du truc. Je me suis dit, ah ouais, quand même, en fait, on s'engage pas dans n'importe quoi. Parce que surtout qu'on a parlé à l'ouvreur, là, qui est Monsieur Eyguer, enfin, qui est vraiment le spécialiste de l'Eyguer, Roger Chaly. Et là, j'ai commencé à mesurer en parlant à d'autres gens que, en fait, c'était un objectif presque, enfin, aussi ambitieux que de faire la trilogie dans une saison, quoi. C'était un objectif, en fait, où il y en a qui se préparent, qui attendent des créneaux, qui essayent. Enfin, il y a pas mal de grimpeurs qui vont plusieurs fois dans la face nord de l'Eyguer, dans la voie, pour pouvoir préparer une ascension la journée. Et donc là, y aller comme ça, sans connaître, en montant à vélo jusque là-haut. Je pense que, ouais, je sais pas trop. Bah, c'est moins dur, il n'y a aucune longueur aussi dure que les longueurs dures de la trilogie. Par contre, c'est une voie beaucoup plus longue. Donc, les voies de la trilogie, ça faisait en moyenne 300 mètres. Là, c'était une phase de, ça devait faire quoi, plus de 900 mètres, je crois. Ouais. Une trentaine de longueurs, très soutenu tout dans le 7 et quasiment tout dans le 7 avec quelques longueurs en 8 aussi. Et avec plus d'altitude et tout. Et en fait, ce qui était cool, c'est que du coup, on a l'impression que les voies de la trilogie, en fait, ça nous a fait une préparation parfaite pour ce genre d'ascension. Parce qu'au bout du compte, en fait, quand on essayait de Kaiser ou même Silbergeier ou End of Silence, ben, on finissait avec tous les essais, en fait, en comptabilisant, ça faisait genre au moins entre 20 et 30 longueurs qu'on faisait, en fait, pour enchaîner ces voies-là. Du coup, ça représentait plus ou moins l'effort qu'on a dû reproduire à la face nord de l'Eyguer. Du coup, toi, tu conseillerais pour les personnes qui veulent faire l'Eyguer dans la journée de peut-être faire la trilogie à vélo avant, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Ouais. l'idéal, je trouve. Ouais, je pense. Enfin voilà, s'il y a des amateurs, enfin, je pense que s'il y en a qui veulent essayer de faire l'Eyguer à la journée, je crois. Finalement, est-ce que votre projet c'était pas de faire l'Eyguer Ouais, dans en la fait- journée et puis vous êtes vraiment En fait, allé c'est vous ça ton entraîner idée. sur la trilogie? Tu m'as manipulé depuis le début, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, moi, c'est une voie que j'avais envie d'essayer dans ce style-là. Ça fait un moment, depuis que je l'ai essayé, je m'étais dit, ah, il y a moyen, tu vois. Parce que la fois dernière, moi
Bon, on n'était pas parti dans ce style-là, on n'était pas parti pour faire la journée, mais j'avais senti que peut-être qu'il y avait il y avait peut-être moyen de le faire. Et du coup, ça faisait un moment où j'ai réfléchi. Et puis la trilogie aussi, hein, moi je suis motivé par tout ce qui se grimpe de toute façon. Hein. Et puis toutes ces voies, voilà, elles sont connues, c'est pas pour rien, parce qu'elles sont majeures. Quoi. Donc si tu as le niveau de les grimper, c'est juste génial d'essayer de les grimper. Et puis quand tu les fais, c'est juste excellent. Quoi. Donc ça, c'est top. Et c'est là que tu te dis, c'est quand même chouette qu'il y a des gens qui se sont mis la mission d'aller ouvrir ces voies. Quoi. Après, nous, voilà, répéter une voie, c'est quand même pas du tout le même effort que d'aller ouvrir une voie comme ça. Quoi. Ouais. Quand même, le cardio, ça m'aide pas mal dans l'escalade. Si je fais du cardio, en fait, que ce soit du vélo, ou moi je fais pas mal de ski de rando l'hiver, en fait, ça me donne... ces efforts de cardio, en fait, moi, ça me donne de la vitalité et ça m'aide à me sentir bien dans mon escalade, ouais, de me sentir vraiment fluide et posé quoi, dans mon escalade. Après, je sais que ça ne fonctionne pas avec tout le monde, mais moi ça m'aide vachement. Du coup, là, pour la trilogie, vraiment, le vélo, j'ai pas eu l'impression que ça a été un obstacle pour être fort dans l'escalade. Après, on l'a bien géré, on a fait... Voilà, après avoir grimpé une grande voie comme ça, du coup, on avait des jours où on ne grimpait pas du tout, on faisait du vélo. Et alors, ce qui était cool, c'est que du coup, au lieu de travailler dans les bras, une fois, tu travailles plus dans les jambes, ça équilibre un petit peu. Et puis, il y a des zones où, quand il fallait faire des gros trajets à vélo, il y avait des jours où on a décidé, on s'arrête à un spot de grimpe, et là, on grimpe, quoi. Comme ça, on ne perd pas la forme, parce que ça, le problème, si tu fais un long trip et tu fais beaucoup de jours à vélo, à un moment donné, si tu fais du vélo pendant 5 jours, tu as ton niveau qui diminue parce que 5 jours sans grimper, c'est long pour garder la forme. Et du coup là, on a bien géré. On a bien dosé, sans doute les efforts et la fatigue. Pour entretenir quand même notre niveau. Ouais. Après, si on aurait tenu un trip comme ça sur 2 mois, je crois que ça aurait été plus dur à garder le niveau. Moi, j'ai senti à la fin du trip que ma forme, elle chutait quand même vachement en escalade, quoi. Mais ce qui est, enfin, pour faire des grandes voies, je pense que ça se marie quand même assez bien, mais faire un long trip comme ça où tu fais beaucoup de kilomètres à vélo pour des voies sportives, par exemple, je pense que ce serait plus délicat de garder vraiment un niveau optimal. Enfin, bah, tu pourrais le faire, mais je crois, mais alors tu fais des déplacements et puis tu restes genre 1 semaine ou 2 semaines à l'endroit et là, du coup, ça n'empiète pas sur ton niveau, je crois. Par contre, moi, ce que j'ai vachement bien aimé le fait de se déplacer dans les Alpes à vélo. Voilà, en fait, il y a plein de choses dans les Alpes. Donc, en fait, déjà en faisant des petites distances, tu découvres plein de différents paysages. Et puis, il y a plein de petits villages qui sont sympas. L'été, tu rencontres des gens, tu as des bons glaciers aussi sur le trajet. Ça donne quand même une saveur particulière. Ouais. En tout cas, c'était vraiment c'était l'élément le plus important avec les chiens. Enfin, le mix chien-vélo, ça a été vraiment un must pour l'aventure, quoi. C'est sûr. Et puis tu retrouves les petits plaisirs de la vie, quoi. À un moment, tu roules les endroits beaux, puis il commence à pleuvoir. Voilà, si t'as pas le temps de poser la tente, tu as un pont, tu te mets sous le pont, et le pont, en fait, c'est top, quoi. T'es sous le pont, et là, t'es juste... t'es aussi bien qu'à l'hôtel, quoi, même mieux. T'es posé, t'es trop content d'avoir juste un toit, quoi. Et ça, c'est cool, toi, ça te remet un peu en perspective par rapport à des petites choses comme ça. Je crois qu'il y a eu 2-3 blettes en Autriche, ils ont eu peur qu'on s'installe pour de vrai, quoi. Notamment sur ce pont, justement, c'était le pont où tous les gars allaient travailler le matin, et nous, on a dormi là, vraiment, on s'est étalé, on a fait tout sécher, on s'est vraiment étalé fort, quoi. Toute la matinée, on est resté là. Et puis tous les gens, ils passaient à pied, à vélo, enfin, c'était quand même, il y avait une belle circulation, quoi. Et je pense qu'ils ont bien halluciné, ouais. Tu vas pas envoyer la police? Non. Ah, on a eu la police. Ah oui. Alors, un des jours, on prend une grosse pluie sur la gueule pendant un de nos trajets à vélo. Et puis là, on voit il y avait un magasin. Et puis on se dit, bon, on va s'abriter. Ils avaient un préau juste devant le magasin. On va s'abriter là le temps que la pluie s'arrête. On va en profiter pour faire nos courses. Et puis au bout de 15 minutes, on était posé là, on pique-niquait. Et puis il y a une des caissières qui sort et qui nous demande de partir.
alors qu'il pleuvait quoi. Mais vraiment, il pleuvait fort, quoi. Il pleuvait bien, nous on était déjà un peu trempés, on mangeait simplement, on faisait chier personne parce qu'on était vraiment mis sur le côté de l'entrée. Et elle nous demande, ouais là vous empêchez les clients, vous donnez une mauvaise image, enfin voilà, elle nous demande de partir. Puis là Nico, droit dans les yeux, et il fait, on partira pas, il pleut, on partira quand il pleuvra, vous pouvez appeler la police, ouais, j'ai mais dit, on partira pas. Qu'elle appelle la police, quoi, comme ça. Parce qu'elle insistait, du coup, chose promis, chose due, elle a appelé la police, et donc 5 minutes plus tard, il y avait les flics qui étaient là, tout gênés d'être là, hein. Ils avaient l'air vraiment un peu gênés de devoir nous foutre, nous remettre sous la pluie, quoi. Puis on a discuté un peu avec les flics en leur disant, bon, laissez-nous un peu de temps, on essaie de partir dès qu'il pleut plus, et puis... Ils ont été discutés avec la caissière, laissez-leur 5 minutes, enfin voilà, ils ont... c'était marrant. Ouais, c'était pas mal, ouais. Et j'aurais presque eu envie qu'il y ait plus de distance à vélo. En fait, je m'attendais à ce que le vélo soit quand même vraiment des bonnes bambées. Bon, il y a eu des bambées, mais pour finir... Entre les 2 premières étapes, on pensait il y avait genre, je sais pas, 500 bornes ou peut-être un peu moins, 400 bornes, non, je sais plus. Ouais, un truc du style. Et en fait, c'est vrai que ça s'est fait en fait comme ça, quoi. À un moment, on était, ah bah en fait, on arrive déjà demain. Et ouais, ça c'est vrai. C'est vrai que si on pourrait, ça peut se faire tout à fait avec plus de vélos, quoi. Ou faire plus long, quoi, encore le truc, tu vois, encore. C'est vrai que Nico, après Lager, il essayait de me reprendre dans encore une autre voie qui était un peu plus loin, il insistait pas mal. Et moi j'avais des plans, c'était une femme, non? C'était lié sans doute, ouais. Et du coup j'ai pas pu, et puis je sentais aussi mon niveau qui était en train, et je sentais que si on continuait comme ça, on allait à un moment prendre un mur, et que c'était mieux de s'arrêter avant qu'on ait échoué. Il m'a surpris sur son endurance sur la face Nordlager quand même. Il m'a vachement... Moi j'étais cuit, hein. Sur la toute fin là j'étais vraiment cuit. Et lui il avait l'air encore... ouais, ça allait. La dernière longueur dure qui a un 7C+, qui est côté 7C+, lui il l'a fait directement. Et moi j'ai mis genre 3-4 essais où c'était tout juste, quoi, vraiment tout juste. Et puis ouais, et c'est vrai qu'à ce moment-là... Après c'est parfois juste une question de chance, tu vois, si jamais bah, c'est toi qui vas dans la longueur dure en premier, du coup tu tombes parce que tu n'as pas les méthodes, tu déchiffres, tu donnes les méthodes à l'autre, du coup l'autre il arrive à la faire direct, du coup tu économises pas mal d'énergie. Parfois quand ça se passe assez bas dans la voie, ça se répercute sur le haut, bien sûr. Et du coup il y a peut-être un peu ce genre de trucs qui se sont passés. Allez, si je peux lui donner une excuse, tu vois. Arrête. Non, mais à Lager, même pour l'approche à vélo, tu vois, il serrait la vis, quoi. Si parfois dans le trip, tu vois, je lui montrais sur l'école que j'étais encore jeune et fringant, pour monter, toute la montée vers Lager, là il m'a montré que en fait le papy il savait pousser sur les pédales. Ouais, mais j'étais content de lui mettre une petite revanche parce que dans tout le reste des voies, il a quand même enchaîné chaque fois un peu avant moi. Et du coup, c'est vrai que quand c'était toujours le dernier à enchaîner, c'est quand même une pression, quoi, qu'il faut gérer, là, c'est vrai que ça faisait du bien une fois arrivé à faire en premier les longueurs dures, quoi. C'est une petite revanche. Ouais, c'est bien mérité. Et moi, j'étais quand même... Voilà, il fallait qu'on réussisse à 2, quoi. C'est important. Ça m'a vraiment inspiré pour faire plus de trip à vélo comme ça. Et puis en fait, tu te surprends de quand même pouvoir parcourir des grandes distances en fait assez facilement, quoi. Quand tu es dans le trip, voilà, tu fais. Il y a des jours où on a fait 100 bornes, voilà, c'est une bonne journée, mais ça passe, quoi. Et ouais, tu te dis, ça t'ouvre vraiment la perspective de ce que tu peux faire, quoi, rien qu'avec un vélo. Voilà, tu prends ton chien avec, tu prends tout tes jouets avec pour grimper, jouer de la musique, et voilà, tu pars à l'aventure. Il y a moyen de se faire vraiment des cools aventures comme ça. Ouais.
Et moi j'aimerais aussi ajouter que le fait qu'on soit 3 avec Damien, qui était là juste a priori pour faire, prendre des images, en fait il faisait vraiment partie de l'aventure et ça a aussi ajouté, je pense que le fait qu'on soit 3 par rapport à 2, ça a quand même ajouté une dynamique en plus et ça c'était hyper cool aussi, je pense que c'est ça à faire aussi. Et puis aussi c'est vrai que Damien, par rapport à... Bon, il n'y a pas beaucoup de photographes qui auraient été prêts à nous suivre dans le style du trip. Et pour nous, c'était vachement important. Parce que du coup, il faisait vraiment partie intégrante de l'aventure. Et bon, on aurait pu facilement avoir quelqu'un qui nous rejoignait en voiture à certains endroits. Et puis du coup, il aurait été tout frais, avec son matos bien préparé et tout. Là, c'était évidemment pas le cas pour Damien, mais au moins... Pour nous, notre aventure avait plus de sens et puis... Comment ça, il était frais? Il était tout frais avec non, mais son je veux dire matos. qu'il puait, quoi. Ah oui, ça oui. Alors, c'est important aussi de réfléchir à ça quand tu veux documenter un trip que tu fais. Comment tu le fais pour que ton aventure reste cohérente, toi, pour que l'énergie de l'aventure à tous les niveaux soit là, quoi. Et là, ouais, avoir Damien, c'était vraiment cool. Ouais. Dans l'escalade, il nous a rien demandé de faire en plus pour l'image. Il était là, il était discret, on a fait notre truc et puis il était là en soutien, mais il n'était pas là en mode où il fallait refaire pour avoir l'image parfaite. Il était là juste pour capter ce qui se passait, quoi. Ça,